Une façon de manger est plus révélatrice que l'apparence du visage. À travers les manières à table, on discerne clairement la qualité d'une personne. De la façon de manger à la posture assise, on peut également déceler les désirs d'un individu. Comme le disaient les anciens, le sage mange pour se contenter, le mesquin mange jusqu'à en mourir sans jamais être rassasié. Ici, il n'est pas seulement question de nourriture, mais aussi des désirs. Le sage agit toujours avec modération, tandis que le mesquin est sans limite. Et cela reflète également le destin et la carrière d'une personne. Les anciens accordaient une grande importance au caractère d'une personne. Ils pensaient qu'une bonne apparence reflétait un bon destin et vice-versa. En rencontrant quelqu'un, ils observaient l'aura qui émanait de cette personne pour en connaître le cœur et entrevoir son destin. C'est ce qu'on appelle la lecture du visage pour prédire le destin. Bien sûr, manger et boire est avant tout pour se sentir à l'aise, et il est difficile d'atteindre la perfection absolue. Cependant, il est essentiel de toujours faire preuve de maîtrise de soi. Il existe un dicton « mange en regardant la marmite, assieds-toi en regardant la direction ». Il faut apprendre à observer autour de soi, pour ne pas, par une petite inattention, devenir une source de gêne pour les autres. De mauvaises manières à table entraînent le mépris. Il y a quelque temps, j'avais un collègue qui avait l'habitude de fouiller les plats avec ses baguettes. Quand il ne voulait pas d'un plat, il poussait les aliments sur le côté de l'assiette avec ses baguettes. Par exemple, une fois, nous mangions du calmar sauté aigre-doux. Et comme il n'aimait pas les oignons, il les poussait systématiquement de côté pour choisir les morceaux qu'il préférait. C'était très désagréable à voir. Une autre fois, lors du mariage d'un ami, je me suis retrouvé par hasard à une table avec des inconnus. À chaque plat servi, je voyais 3 ou 4 convives se servir rapidement. Certains, voyant un plat qu'ils aimaient, n'avaient même pas fini ce qu'ils avaient dans leur assiette qu'ils se dépêchaient déjà de se servir du nouveau plat. Il y en a même qui, voyant que tout le monde s'était servi, vidaient le reste du plat dans leur propre assiette. Les personnes assises à cette table étaient élégamment vêtues et polies, mais il m'était difficile de les respecter. Les manières à table déterminent le destin et la carrière. Une amie m'a raconté que depuis son enfance, sa mère lui avait inculqué des règles très strictes. Tout était géré par elle. Sa façon de marcher, de se tenir, de s'asseoir et même de dormir était soumise à des exigences. Pour manger, il était interdit de choisir les morceaux. Il fallait manger ce que l'on prenait. J'ai toujours trouvé que sa mère était trop autoritaire, mais ce n'est qu'en grandissant et en commençant à travailler que j'ai réalisé une chose. Les manières à table d'une personne n'affectent pas seulement le travail, mais décident parfois aussi de son destin et de sa carrière. Je me souviens qu'il y a plus de 5 ans, j'ai postulé pour le poste de directeur commercial auprès d'une multinationale du secteur de l'électronique. Après avoir passé les premiers entretiens, avant qu'une décision ne soit prise de m'embaucher ou non, la secrétaire du directeur général de l'usine m'a appelé pour m'informer que le directeur général souhaitait m'inviter à dîner. J'ai été un peu surpris, mais j'ai accepté l'invitation. Une fois sur place, en plus du directeur général, 2 autres directeurs étaient présents. À ce moment-là, j'ai été surpris, ne comprenant pas pourquoi il réservait un accueil si solennel à quelqu'un qui n'était pas encore membre de l'entreprise. Ce n'est que plus tard, une fois intégré à l'entreprise, que j'ai compris que c'était une règle de l'entreprise pour les postes importants. En fait, ce repas était le dernier entretien, pour observer mon comportement à table et surtout pour voir si je pouvais m'intégrer avec les 2 autres directeurs, car mon travail futur serait étroitement lié à eux. Et c'était aussi la phase d'entretien la plus cruciale. Cela montre à quel point les personnes qui accomplissent de grandes choses exigent minutie et attention aux détails. Le dicton « Les grands hommes ne négligent pas les petits détails » prend ici tout son sens. La manière de manger, de communiquer et d'interagir avec les autres pendant un repas peut révéler l'éducation d'une personne. Votre façon de manger reflète votre éducation. Il est dit « L'éducation d'une personne se manifeste dans sa manière de manger ». De bonnes manières à table ne se limitent pas à la posture et à la façon de prendre les aliments, mais se manifestent aussi par la capacité à prendre soin des autres pendant le repas, à se soucier de leurs sentiments. Je me souviens de mon enfance, j'ai grandi chez ma grand-mère. Dès mon plus jeune âge, elle m'a appris à attendre que les adultes soient tous assis à table avant de manger. Ce n'est qu'après que les adultes aient commencé à se servir que j'étais autorisé à prendre mes baguettes. Avant de manger, il fallait inviter les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, puis seulement alors on pouvait manger. En mangeant, il fallait être silencieux, sans faire de bruit. Quand on se servait, il fallait prendre la nourriture du côté le plus proche de soi. Même si c'était quelque chose qu'on n'aimait pas du tout, il fallait le manger en silence. Enfant, je trouvais toujours que ma grand-mère était trop stricte, trop de règles, vraiment ennuyeux.
Maintenant, en y repensant, je ressens la profondeur de ces enseignements et j'en tire des bénéfices pour toute ma vie. Cultiver une habitude pendant longtemps finit par devenir naturel. Petit à petit, cela devient aussi le caractère d'une personne. L'éducation commence par les plus petits détails, surtout dans les actions quotidiennes répétées. Les anciens disaient « La nature de l'homme, à sa naissance, est bonne ». Les enfants naissent comme une page blanche. Ils doivent être éduqués dès les bases. Apprendre à marcher, à se tenir debout, à parler, à emballer, à déballer. Pour qu'une personne mûrisse, ait une place dans la société et construise sa vie, elle doit avoir une personnalité solide. Les enfants doivent être éduqués dès leur plus jeune âge, en utilisant l'éducation familiale comme fondation pour cultiver le caractère. Cultiver le caractère ici ne signifie pas de grandes choses, mais simplement de commencer par de petites actions quotidiennes et les parents sont les modèles à suivre pour les enfants. 9 petits détails pour cerner les gens. À travers les expressions et les gestes extérieurs, il n'est pas facile de deviner l'état d'esprit des autres, mais vous pouvez tout de même percevoir une partie de leur caractère à travers quelques manifestations et gestes extérieurs. Les anciens disaient « On peut peindre la peau d'un tigre, mais pas ses os. On peut connaître le visage d'une personne, mais pas son cœur. » L'état d'esprit et les véritables pensées des autres sont extrêmement difficiles à deviner. Alors, comment savoir qui est bon ou mauvais dans ce monde parfois sombre ? Parfois, quelques petits détails de communication peuvent vous aider à percevoir la personnalité d'une personne. Bien sûr, vous devez être un peu subtil et sensible pour percevoir la différence. Cet article n'est qu'une référence pour nos lecteurs. Il peut être considéré comme une source de connaissances, car pour comprendre l'état d'esprit d'une personne, il ne suffit pas de se fier à quelques actions spécifiques. Il faut du temps pour interagir, apprendre à connaître et traverser ensemble les différentes étapes de la vie, joie, tristesse, succès, difficultés. Il ne faut pas se précipiter pour juger l'état d'esprit d'une personne. 1. Toucher la nuque. Une personne qui se sent en insécurité a souvent l'habitude de toucher l'arrière de sa nuque, surtout chez les femmes. Ainsi, si vous voyez une femme toucher l'arrière de sa nuque, demandez-vous si l'environnement la stresse ou si vos paroles ou gestes la mettent mal à l'aise. 2. Agiter ses cheveux. Une personne qui agite ses cheveux inconsciemment en parlant est souvent en train de se vanter. Vous pouvez le remarquer plus clairement si vous prêtez attention à leurs paroles et à leur ton élevé dans des situations spécifiques. Chez les femmes, c'est un signe relativement précis. 3. La direction des pieds. Pour savoir si quelqu'un est intéressé par votre conversation, le mieux est d'observer si son corps est tourné vers vous. Si vous ne pouvez pas observer clairement le corps, regardez la direction de ses pieds. S'ils ne sont pas intéressés, leurs pieds s'ouvriront et auront tendance à s'éloigner de l'endroit où vous vous trouvez. 4. Le ton de la voix. Pour savoir si quelqu'un ment, en plus d'observer les petits détails extérieurs, il existe un moyen très efficace. Prêtez attention aux changements dans leur ton de voix. Si, en vous parlant, ils prononcent soudain un mot ou une phrase avec une intonation différente, en insistant particulièrement, cela peut confirmer que c'est une parole sincère. Ils veulent vraiment que vous entendiez pleinement ces mots. C'est pourquoi ils les soulignent de manière si particulière. 5. La réaction de surprise. Quand une personne a peur, sa réaction se produit en un clin d'œil, immédiatement au moment où l'événement survient. Vous pouvez voir que dans les films, les acteurs exagèrent souvent leurs émotions de surprise. Ils expriment leur stupéfaction en ouvrant la bouche pendant une demi-minute. En réalité, personne ne fait cela dans la vie. La réaction des gens face à une surprise ne dure généralement que quelques secondes au maximum. Par conséquent, si vous voyez quelqu'un qui semble constamment jouer la surprise, il est très probable qu'il essaie de cacher ses vraies émotions. 6. Les mots absolus. Dans la conversation d'une personne, des mots d'affirmation ou de négation absolue apparaissent souvent. Je suis certain, je vous le garantis, cette affaire est sûrement, je ne savais absolument rien à 100%. Soyez prudent et réévaluez la fiabilité des histoires qu'ils racontent avec tant d'éloquence, car il est possible qu'ils exagèrent. Car, comme vous le savez, rien n'est absolu en ce monde. 7. Le comportement en colère. Lorsqu'une personne est vraiment en colère, elle ne peut pas facilement contrôler son comportement. Ses actions manqueront également de logique et d'ordre. Ce n'est pas comme dans les films, où l'acteur en colère doit d'abord taper sur la table, puis crier fort, se lever et enfin commencer à jurer. Dans une situation concrète, l'ordre des actions peut être inversé. Les gens ne sont plus lucides pour trop réfléchir, ils n'ont pas besoin de transition et expriment immédiatement leur colère, insultant de manière impulsive.
Par conséquent, si vous voyez quelqu'un qui semble en colère, mais dont les gestes et les paroles sont ordonnés, il est très probable qu'il n'est pas vraiment en colère, ou du moins pas au point extrême. 8. Le comportement dans l'impasse. Lorsqu'une personne est acculée, sa vraie nature se révèle le plus. Si, à ce moment-là, elle parvient à rester calme et rationnelle, elle pourra certainement accomplir de grandes choses par la suite. C'est ce qu'on appelle la grande patience de quelqu'un. Hanshin en est un exemple très éloquent. L'histoire raconte que, dans ses jeunes années, Hanshin pratiquait les arts martiaux et portait souvent son épée en marchant dans la rue. Un jour, alors qu'il traversait un pont, il fut arrêté par un voyou qui le provoqua. Le voyou défia Hanshin de lui couper la tête avec son épée et, s'il n'avait pas le courage de tuer, il devrait ramper entre ses jambes pour passer le pont. Hanshin ne sortit pas son épée, ne dit pas un mot, s'humilia et passa entre les jambes du voyou. Les gens autour se moquaient de lui, le considérant comme lâche. Mais plus tard, Hanshin devint un grand général puissant, assistant Liu Bang à vaincre Jiang Yu et établissant la dynastie Han pour 400 ans. C'est cette grande patience qui a forgé en Hanshin une capacité extraordinaire, un talent supérieur pour accomplir des choses exceptionnelles. 9. L'intuition. Si vous trouvez que les points précédents sont au-delà de vos capacités ou trop difficiles à appliquer, vous devriez peut-être vous fier à votre intuition. La première impression est clairement très importante. Dans chaque situation, lors de la première rencontre, une bonne ou une mauvaise impression s'ancre dans notre cerveau. Si, lors de la première rencontre avec quelqu'un, votre subconscient ne l'a pas apprécié, il est fort probable que vous ne souhaitiez plus interagir avec cette personne par la suite. C'est l'effet que les anciens appelaient « l'oiseau qui a peur d'une branche tordue ». La première impression est toujours très difficile à effacer, car elle pénètre directement dans la pensée des gens et peut même influencer leurs réflexions pendant longtemps par la suite. Ainsi, parfois, vous n'avez pas besoin de passer trop de temps à observer les petits détails pour juger rapidement si une personne est digne de confiance ou d'être proche. C'est parce que vous utilisez votre intuition, même si elle peut être juste ou fausse. Dans la vie quotidienne trépidante, vous serez très probablement confronté à des personnes inamicales, à des situations désagréables. Apprendre à comprendre les choses et les gens ne consiste pas à être critique, fouineur et à perdre foi en la vie, mais à avoir une perspective plus large, à apprendre à être plus indulgent envers les autres. Quand vous pouvez compatir, traiter avec bienveillance ceux qui vous causent des ennuis, c'est le moment où vous avez atteint un certain niveau de maturité humaine, vous approchant des vertus d'un véritable sage. Ne pas laisser échapper les bonnes personnes et ne pas en vouloir à ceux qui vous traitent mal vous permettra de dénouer de nombreux karmas difficiles dans la vie. Si vous trouvez cette vidéo de clés de vie utile et pertinente, veuillez laisser un commentaire avec le chiffre 9. Si elle ne l'est pas, commentez avec le chiffre 0. Votre retour est très important pour nous. Merci de votre temps précieux. 3 façons de comprendre les gens. Pour lire les pensées des autres, vous devez maîtriser 3 techniques. Ces techniques sont essentielles à acquérir. En les maîtrisant, vous pouvez facilement reconnaître et comprendre ce que les gens pensent. Nous allons donc vous raconter une histoire bouddhiste qui vous enseignera comment lire les pensées des autres. Dans un petit village vivaient 2 frères. L'aîné était aveugle et passait la plupart de son temps à la maison, tandis que le cadet était cultivateur. Cependant, leur ferme était fréquemment endommagée par divers animaux dans le champ. Le frère cadet s'inquiétait de ce problème, mais finit par trouver une solution. Il pensa « Pourquoi ne pas demander à mon frère aveugle de m'aider à chasser les animaux du champ ? Il pourrait s'asseoir dans le champ et crier s'il entend un animal, ainsi nos récoltes seraient protégées. » Après réflexion, le frère cadet érigea une petite hutte dans le champ et y installa son frère, lui expliquant « Mon frère, si tu entends des animaux, crie, ils s'enfuiront et ainsi nos récoltes seront sauvées. » Le frère aîné accepta l'idée de son cadet et commença à s'asseoir dans le champ. Chaque fois qu'il entendait des animaux, il criait et les faisait fuir. Une fois, une biche courut et brisa la clôture avant de s'enfuir. Immédiatement après, un roi qui poursuivait la biche arriva également dans le champ. Le roi vit le frère aveugle et demanda « Avez-vous vu la biche ici ?» Le frère aveugle répondit « Majesté, je suis aveugle, comment pourrais-je voir la biche ? Cependant, je peux vous dire que l'animal a quitté le champ. Il ne vaut pas la peine d'être poursuivi. Vous perdez votre temps, Majesté. » Le roi fut surpris par les paroles du frère aveugle et lui demanda comment il savait cela. Le roi demanda au frère aveugle s'il mentait, car il se disait aveugle mais parlait d'évaluer la valeur de la biche. Le frère aveugle dit «
Majesté, l'animal que vous prenez pour une biche est en fait une biche gravide. Je n'ai jamais entendu parler d'un roi chassant une biche gravide. C'est pourquoi je dis qu'elle ne vaut pas la peine d'être poursuivie. Vous ne devriez pas perdre votre temps à la traquer. Vous ne devriez pas perdre votre temps à la traquer. Le roi fut stupéfait d'entendre cela, ne comprenant pas comment l'aveugle pouvait savoir qu'il s'agissait d'une biche gravide. Il se demanda « Comment un aveugle peut-il savoir cela ? Est-il certain que la biche qu'il poursuit est enceinte ? Comment peut-il être si confiant en me donnant cette information alors qu'il est aveugle ?» Le roi sentit le besoin de vérifier cela et ordonna à son général « Je veux capturer l'animal vivant, je dois confirmer si c'est bien une biche gravide. Le frère aveugle semblait très sûr de cela et je dois enquêter. Allez et découvrez si elle est enceinte. » L'ordre du roi fut exécuté par le général. À son retour, il rapporta au roi que le frère aveugle avait dit vrai et que la biche était bien gravide. Le roi fut stupéfait et ne pouvait pas comprendre comment l'aveugle avait su que la biche était enceinte. Le roi avait de nombreuses questions en tête et décida d'interroger le frère aveugle pour découvrir la vérité. « Je ne sais pas si vous êtes vraiment aveugle ou non, mais je suis venu ici pour vous poser une question. Êtes-vous prêt à répondre à ma question avec précision ?» Le frère aveugle dit « Majesté, vous pouvez me demander n'importe quoi et je répondrai honnêtement. » Le roi dit « Vous êtes un homme sage et semblez en savoir beaucoup. Aujourd'hui, je vous ai convoqué pour savoir si ma femme m'est fidèle ou non. » Le frère aveugle répondit « Majesté, qu'est-ce que cette question? Votre mariage dure depuis de nombreuses années et maintenant vous voulez savoir de telles choses. Pourquoi ces questions vous viennent-elles à l'esprit ?» Cependant, le roi insista. « Vous devez répondre à cette question. Si vous ne me donnez pas de réponse, je vous condamnerai à mort. » Entendant la menace du roi, le frère aveugle dit « Majesté, si vous voulez la réponse à cette question, vous devrez faire une chose pour moi. » Le roi demanda « Dites-moi ce que je dois faire. » Le frère aveugle répondit « Pour ce faire, vous devrez laisser votre femme seule avec moi dans une pièce. » Au début, le roi fut en colère en entendant cela, mais il finit par accepter la demande et ordonna à son général de laisser le frère aveugle et la reine seuls dans la pièce. À ce moment-là, le frère aveugle exprima le désir de toucher la reine. En entendant cela, la reine devint furieuse et commença à frapper le frère aveugle de ses mains, de ses pieds et de toutes ses forces. Ensuite, le frère aveugle s'échappa et alla trouver le roi. Le frère aveugle dit au roi « Majesté, votre femme ne vous est pas fidèle. » Le roi, en colère, tira son épée et alla trouver la reine. Le roi posa la question, avertissant que tout mensonge entraînerait la peine de mort, et lui demanda si elle était fidèle. La reine répondit « Majesté, vous pouvez me tuer, mais je ne suis pas fidèle. » Le roi fut ravi, car tout ce que le frère aveugle avait dit était vrai. En entendant cela, le roi se retourna immédiatement et demanda au frère aveugle comment il savait que sa femme n'était pas fidèle. Le frère aveugle répondit « Majesté, c'est en fait très simple. J'ai dit à votre femme que je voulais la toucher, et elle est devenue si furieuse qu'elle a commencé à me frapper. Quand j'ai dit que je voulais la toucher, elle aurait pu refuser, mais au lieu de cela, elle a commencé à me frapper, et, ce faisant, elle a touché tout mon corps. Majesté, dites-moi, comment une telle femme peut-elle être fidèle ?» Le roi dit « Vous êtes vraiment très sage. D'accord, répondez à une autre question avec précision et je vous laisserai libre. Dites-moi si je suis le vrai fils de mon père ou le fils de quelqu'un d'autre. » Le frère aveugle répondit « Majesté, pourquoi vous souciez-vous de cette question? Peu importe de qui vous êtes le fils, vous êtes le roi de cette nation. Oubliez la question. » Mais le roi insista « Non, non, je veux connaître la réponse exacte à cette question. Sinon, cela me tracassera toujours. Je veux connaître la vérité. » Le frère aveugle répondit « Majesté, je peux vous dire tout de suite de qui vous êtes le fils, mais avant cela, je veux que vous promettiez de ne pas vous fâcher contre moi. » Le roi dit « Je le promets, je ne me fâcherai pas. » Ensuite, le frère aveugle dit au roi « Majesté, vous êtes bien le fils de votre père, mais vous êtes également sous l'influence d'un commerçant avare. » En entendant cela, le roi se précipita vers sa mère. « Mère, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Suis-je le fils de mon père ou de quelqu'un d'autre? Si vous ne dites pas la vérité, je mettrai fin à mes jours ici même. » La mère du roi répondit « Mon cher, vous êtes bien le fils de votre père, mais vous êtes également sous l'influence d'un commerçant avare.
En entendant cela, le roi se sentit heureux et retourna immédiatement voir le frère aveugle. Il demanda « Comment saviez-vous que l'ombre d'un commerçant avare planait sur moi ?» Le frère aveugle répondit « Majesté, vous m'avez posé de nombreuses questions et je vous ai donné des réponses précises à toutes. Si vous étiez un autre roi, j'aurais déjà reçu de nombreuses récompenses à ce moment-là, mais vous ne m'avez jamais donné un sou. De là, j'ai estimé que vous étiez très avare. » Le roi éclata de rire et dit « Tout ce que vous demanderez, je l'accorderai. Mais dites-moi, comment savez-vous ce qui est juste et ce qui est faux ? Comment pouvez-vous donner des réponses aussi précises ?» Le frère aveugle répondit « Majesté, je suis aveugle de naissance. Si j'avais des yeux, je pourrais facilement comprendre les pensées de n'importe qui. L'esprit a son propre langage, et ce langage peut être vu dans les actions du corps d'une personne. En observant leurs yeux, leurs lèvres, leur façon de marcher et leurs activités, on peut comprendre ce qui se passe dans leur esprit. En nous basant là-dessus, nous pouvons connaître les pensées de n'importe qui. Mais comme je suis aveugle, je perçois par les actions. Si je veux savoir quelque chose, je dois confier une tâche à l'autre personne pour voir comment elle l'accomplit, et de là, je peux comprendre ce qui se passe dans son esprit. Le roi demanda « Donc cela signifie que je peux aussi connaître les pensées des autres ?» Le frère aveugle répondit « Bien sûr, Majesté, vous pouvez aussi comprendre les pensées de n'importe qui, mais vous devez d'abord le faire sur vous-même. » C'est-à-dire calmer votre esprit et le ramener au présent. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 3 méthodes. Et ces 3 méthodes sont très simples et faciles. Mais avant tout, Majesté, vous devez faire une chose, c'est concentrer votre esprit. Quand nous concentrons notre esprit et l'intégrons au présent, nous pouvons comprendre les pensées des autres. Parce que cette personne pense au présent, et nous devons aussi ramener notre esprit au présent. Si nous pensons au passé, comment pourrions-nous savoir ce que la personne suivante pense au présent ? Parce que nous sommes plongés dans le passé. Pour connaître les pensées de quelqu'un, nous devons d'abord concentrer notre esprit et le ramener au présent. Puis, le frère aveugle dit pour roi, « Oui, Majesté, je vais vous indiquer 3 façons par lesquelles vous pouvez facilement comprendre les pensées de n'importe qui. » Le frère aveugle continua. « La première méthode consiste à prêter attention aux yeux. La chose la plus importante lorsque nous parlons à quelqu'un est de regarder dans ses yeux, car les yeux ne parlent pas, mais disent beaucoup. Si nous apprenons à comprendre les signaux dans les yeux d'une personne, nous pouvons savoir ce qui se passe dans son esprit, ce qu'elle pense et ce qu'elle est sur le point de faire. Je n'ai pas Dieu, mais j'ai appris cette compétence du Bouddha Gautama il y a de nombreuses années, qui était autrefois mon maître et mon guide. À cette époque, j'avais des yeux et je pouvais comprendre les pensées de tous juste par leur regard. » Le frère aveugle continua d'expliquer. « Par conséquent, si vous voulez aussi connaître les pensées des autres, vous devriez faire attention à leurs yeux, à la façon dont ils regardent, dans quelle direction ils regardent. Et si leurs yeux divaguent quelque part pendant que vous leur parlez, cela signifie qu'ils cherchent à échapper à la conversation et qu'ils mentent peut-être. Si la personne évite le contact visuel direct, cela signifie qu'elle craint que son mensonge ne soit révélé et que la vérité ne soit connue. Cependant, si leurs yeux vous regardent sans ciller, ils sont peut-être sincères et intéressés. Ils veulent parler et partager leurs pensées avec vous. Observez comment leurs sourcils bougent. Si leurs sourcils sont abaissés alors qu'ils regardent ailleurs, ils pensent peut-être profondément ou s'inquiètent de quelque chose d'autre. Si leurs sourcils se lèvent et que leurs yeux s'agrandissent, ils sont peut-être surpris ou curieux de ce que vous dites. Regardez aussi comment leurs pupilles se dilatent ou se contractent. Les pupilles sont la partie noire de l'œil. Si les pupilles s'agrandissent, cela signifie qu'ils vous aiment ou aiment ce que vous dites, qu'ils sont excités ou heureux. Si les pupilles se contractent, cela signifie qu'ils ne vous aiment pas ou n'aiment pas ce que vous dites, qu'ils se sentent mal à l'aise ou en colère. Regardez aussi la partie blanche ou rouge de leurs yeux. La partie blanche de l'œil est appelée la conjonctive. Si la conjonctive est rouge, cela signifie qu'ils sont fatigués, stressés ou malades. Ils ne veulent peut-être pas vous parler. Je me souviens d'avoir rencontré une fois une personne fatiguée qui voyageait. Quand nous parlions, ses yeux regardaient constamment autour et ne me regardaient jamais directement. Cela montrait qu'il était anxieux et voulait partir rapidement. Je pensais qu'il cachait peut-être un secret.
Faites attention à leurs expressions faciales. Parfois, une personne exprime différentes attitudes à travers son visage. Si vous prêtez attention à leurs expressions faciales, vous pouvez facilement comprendre si cette personne est déçue, très triste ou extrêmement heureuse. Vous pouvez aussi deviner ce qu'ils ressentent intérieurement et tout cela peut être déterminé par leurs expressions faciales. Enfin, le frère aveugle parla au roi de la troisième méthode. « Majesté, il existe une autre langue. C'est la langue des gestes et du langage corporel. Pour comprendre les pensées d'une personne, nous devons comprendre ses gestes de la main et son langage corporel. Quand une personne parle, Majesté, vous avez peut-être remarqué qu'elle bouge constamment ses mains et fait des gestes. En plus des mots, le langage corporel joue un rôle important dans la transmission de ce que pense une personne. Majesté, le corps et les mains peuvent dire beaucoup de choses sans parole. C'est comme un mode de communication secret, où vous pouvez voir ce que les autres veulent et ressentent juste par les petites actions qu'ils réalisent. Majesté, le corps et les mains peuvent dire beaucoup de choses sans parole. C'est comme un mode de communication secret, où vous pouvez voir ce que les autres veulent et ressentent juste par les petites actions qu'ils réalisent. Pensez à quelqu'un qui tape rapidement sur la table avec ses doigts pendant qu'il vous parle. Lorsque les doigts produisent un son rapide sur une surface, il se peut qu'il s'ennuie, qu'il soit pressé ou qu'il veuille mettre fin à la conversation rapidement. Quand quelqu'un croise les bras, il ne vous aime peut-être pas ou n'aime pas ce que vous dites. Il cache ses pensées. Sa façon de tenir ses bras est comme un mur protégeant ses pensées et ses émotions des autres. En observant ce signe, Majesté, vous pouvez être plus doux et prudent en leur parlant, les aidant à se sentir plus à l'aise et à s'ouvrir. Quand quelqu'un se touche fréquemment le visage en vous parlant, cela vous aide aussi à comprendre ses pensées. Cela signifie souvent qu'il est anxieux, qu'il réfléchit sérieusement ou qu'il a une grande idée. Ces petits gestes vous disent ce qui se passe dans leur esprit et leur cœur. Si nous prêtons attention à ces trois méthodes et les comprenons correctement, nous pouvons rapidement savoir ce qui se passe dans l'esprit d'une personne, à quel point elle prête attention à nos paroles et ce qui se passe dans son esprit. Cependant, avant tout, Majesté, vous devez concentrer votre esprit et le ramener au présent. Ce n'est qu'alors que vous pourrez prêter attention à toutes leurs actions et comprendre ce qui se passe dans l'esprit de cette personne. Vous avez peut-être vu de nombreux saints et êtres éclairés qui regardent avec une grande sérénité et peuvent vous dire ce qui se passe dans votre esprit et ce que vous venez apprendre d'eux. La plus grande raison à cela est qu'ils ont la capacité de vous lire et de vous comprendre parce que leur esprit est concentré et serein, et c'est pourquoi ils peuvent facilement comprendre vos pensées. N'oubliez pas que comprendre les autres ne repose pas seulement sur les compétences d'observation, mais aussi sur notre capacité à ramener notre esprit au présent et à devenir sensible aux signaux non-verbaux que les autres nous envoient. En combinant ces trois méthodes, prêtez attention aux yeux, aux expressions faciales et au langage corporel, nous pouvons élargir notre compréhension du monde qui nous entoure et améliorer nos capacités de communication. Exemple d'application dans la vie quotidienne. Imaginez que vous êtes dans une réunion importante au travail. Un collègue exprime une opinion et vous observez que votre manager ne dit rien mais fronce les sourcils et jette des regards furtifs aux autres collègues. Basé sur ces observations, vous pouvez en déduire que le manager pourrait ne pas être d'accord ou avoir des doutes sur cette opinion. Au lieu de l'ignorer, vous décidez de proposer une approche plus prudente ou une solution alternative aidant à résoudre la préoccupation potentielle du manager. Grâce à votre capacité à lire le langage corporel, vous avez contribué à prendre une décision plus intelligente lors de la réunion et avez fait preuve d'une grande perspicacité en matière de communication professionnelle. Ainsi, en appliquant ces connaissances à des situations réelles, nous pouvons développer nos compétences en communication et notre compréhension des autres, améliorant les relations et la performance au travail dans la vie quotidienne. 4. 10 arts pour cerner les gens. Pour comprendre quelqu'un, il faut maîtriser l'art de cerner les gens à travers les petits détails afin de voir leur vraie nature. Cependant, cet art ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il demande de nombreuses expériences, de rencontrer de nombreuses personnes, de s'immerger dans diverses relations et d'affronter de nombreuses situations pour accumuler de la sagesse. Comme les 10 arts de cerner les gens ci-dessous, combien en connaissez-vous ? 1. Parler sans réfléchir, la langue trop pendue. Une telle personne offense facilement les autres et brise les relations sans s'en rendre compte. Une langue douce qui enchante tout le monde révèle une grande intelligence émotionnelle. Mais ce qu'elle pense au fond est souvent différent de ce qu'elle dit, il faut donc être prudent. 2. Si quelqu'un parle peu et est difficile à comprendre, que faire ?
La méthode la plus simple est de laisser le temps révéler sa vraie nature. Une autre méthode très efficace consiste à aborder leur centre d'intérêt et à observer leurs réactions. Cependant, il faut rester mesuré. 3. La joie, la colère, l'amour, la haine sont invisibles. Quels que soient les problèmes, seule une personne capable de contrôler ses émotions possède la vraie sagesse pour vivre dans cette société. Elle possède un cœur fort, peut-être pas toujours décisif, mais au moins suffisamment lucide pour résoudre les problèmes. Une telle personne est digne d'être fréquentée et il ne faut pas la contrarier. 4. Quelles que soient les injustices, les échecs ou les difficultés, une personne qui ne se plaint pas, ne gémit pas et ne se lamente pas, mais qui agit en travaillant discrètement et assidûment, peut accomplir de grandes choses. Face à un petit échec ou une injustice, beaucoup de gens ont tendance à blâmer les autres et à se lamenter sur leur sort, ce qui les empêche souvent d'accomplir quoi que ce soit de glorieux dans leur propre vie. 5. Aimer se vanter, non pas de soi-même, mais de connaître des personnes talentueuses ou riches. Ce type de personne n'a généralement pas de réelle capacité et rien dont elle puisse être fière. Elle emprunte donc la lumière des autres pour se mettre en valeur. 6. Si quelqu'un vous félicite devant beaucoup de monde, cela vous met à l'aise et vous rend heureux. Mais soyez attentifs, de telles personnes ne sont pas nécessairement sincères envers vous. Au contraire, celles qui préfèrent vous donner des conseils en privé, sans vous démasquer ni vous critiquer, et qui vous félicitent sincèrement, en préservant votre dignité, sont celles qui se soucient réellement de vous. 7. Quand il s'agit d'intérêt, soyez prudent avec ceux qui essaient de créer des liens et de parler de gratitude envers vous. Ce type de personne ne pense généralement qu'à son propre profit et peut faire n'importe quoi sans épargner personne. Au contraire, ceux qui sont francs sur les questions d'argent dès le début sont souvent plus dignes de confiance car le risque qu'ils se rétractent est alors beaucoup plus faible. 8. Les personnes trop arrogantes, bien que n'étant pas aimées, peuvent être plus dignes de confiance, car leur orgueil ne leur permet pas de manquer à leur parole. À leurs yeux, leur honneur est plus important que tout. 9. Pour comprendre rapidement quelqu'un, observez attentivement lorsque des conflits surviennent. Même une personne qui se cache bien peut révéler sa vraie nature lors d'une dispute, car le contrôle de soi est alors plus difficile que jamais. 10. Ne pas interagir beaucoup en temps normal, mais se montrer très enthousiaste et même vous flatter à l'excès quand ils ont besoin de vous. Une telle personne, après vous avoir utilisé, changera souvent très vite de comportement, car ce qu'elle valorise, c'est votre utilité, pas votre personne. 5 façons de se former à la lecture des personnes. 1. Observez la perception de l'intérêt chez l'autre. Confucius a dit « Le sage parle de morale, le mesquin se soucie de ses intérêts ». Chaque être humain a tendance à rechercher son propre intérêt, mais il ne manque pas de personnes qui dédaignent l'intérêt, valorisant la bienveillance et la justice. Dans la société moderne, la poursuite de l'intérêt personnel est une liberté individuelle. Mais si une personne, pour son propre intérêt, peut ignorer la morale, les liens familiaux et tout le reste, alors il faut absolument éviter de s'approcher de telles personnes. L'intérêt a toujours été une arme tranchante pour tester et révéler le cœur humain. Une personne qui, face à l'intérêt, peut encore respecter les principes et la morale, ne pas mépriser les relations étroites et privilégier l'intérêt général, est digne d'être fréquentée. Pour percer à jour une personne, apprenez d'abord à utiliser le filtre de l'intérêt. 2. Observez la capacité de l'autre à s'harmoniser avec les gens. Confucius a dit « Le sage traite tout le monde équitablement, le mesquin forme des factions ». Former des cliques, c'est la plupart du temps ne pas penser à faire le bien, mais seulement à attaquer, exclure, isoler ceux qui les ont offensés. Par conséquent, que ce soit au travail ou dans d'autres organisations, si une personne est sociable avec tout le monde, c'est certainement une personne franche, désintéressée, intègre et lumineuse. Pour percer à jour une personne, la deuxième chose est de voir comment elle s'harmonise avec les autres. 3. Observez si l'autre tient parole. Confucius a dit « Si un homme n'a pas de confiance, que peut-il faire ? Si un grand chariot n'a pas d'axe ou un petit chariot pas de barre, comment peut-il avancer ? Cela signifie que si une personne n'a pas de confiance, que peut-elle accomplir ? C'est comme une voiture sans roues, comment peut-elle rouler ? Pour savoir si une personne est digne de confiance, pas besoin de tests compliqués ou d'observations détournées. Il suffit de voir si elle tient parole, si elle est fidèle à sa parole envers les autres. Une personne de grande vertu ne trahit absolument pas facilement sa promesse, ne jette pas sa parole en l'air.
Par contre, une personne sans principe ne fera attention à rien autour d'elle, se considérera toujours comme le centre du monde et parlera à tort et à travers. Par conséquent, les paroles prononcées ne sont souvent pas tenues et les promesses faites aux autres ne sont jamais réalisées. La confiance est la vertu la plus fondamentale de l'être humain. Il faut éviter au maximum les personnes qui ne tiennent pas parole. 4. Observer l'attitude de l'autre envers ses proches. Lorsque Confucius fut interrogé par ses disciples sur la piété filiale, il répondit « La difficulté est de maintenir un visage serein. Si des tâches se présentent, les disciples les accomplissent avec diligence. Si des mets et des boissons sont disponibles, les aînés sont servis en premier. Pensez-vous que cela suffise à la piété filiale ? Cela signifie que, dans les relations avec les parents, le plus difficile est de maintenir une attitude joyeuse et bienveillante. En effet, quelle que soit la personne, elle a généralement tendance à montrer son meilleur côté à l'extérieur, ramenant toutes ses frustrations à la maison. C'est un mal courant chez les humains. Mais une personne de bonne moralité, même face à ses enfants ou ses parents, peut maintenir une attitude correcte et douce. Par conséquent, élever sa vertu ne consiste pas seulement à savoir se contrôler pour ne pas s'emporter avec ses collègues, ses subordonnés ou ses amis, mais, plus important encore, à être capable de maintenir une attitude aimable et calme, même face à ses proches. Pour vraiment comprendre quelqu'un, observez comment il traite les membres de sa famille. 5. Observez la réaction de l'autre après avoir commis une erreur. Confucius a dit « Les fautes des hommes sont en relation avec leur parti ». En observant les fautes, on peut connaître la personne. Cela signifie que les erreurs d'une personne et les erreurs des gens de son genre sont les mêmes. Ainsi, en observant les erreurs d'une personne, on peut savoir quel genre de personne elle est. Les animaux se regroupent par troupeaux. Les humains se divisent par groupes. Tel homme, telles erreurs. En temps normal, il nous est très difficile de bien cerner une personne. Mais lorsqu'une personne commet une erreur, si l'on analyse cette erreur, il devient très facile de voir le vrai visage de cette personne. Les personnes superficielles commettent des erreurs par manque de principe. Les rusés trébuchent par tromperie. Les honnêtes érudits souffrent souvent de l'opposition au mal. Les idéalistes se heurtent souvent à l'immaturité. L'erreur est le miroir qui reflète une personne. Comprendre les erreurs, c'est reconnaître une personne. Les êtres humains sont des animaux calculateurs et savent simuler. Ils ne sont pas aussi simples que les autres espèces. Et comprendre quelqu'un n'est pas une tâche facile. Cependant, tout laisse des traces. En comprenant les 5 méthodes ci-dessus, vous pourrez cibler et identifier les personnes avec lesquelles vous pourrez nouer des liens durables dans ce monde aux 1000 couleurs. 6. L'art de la physiognomonie selon Zheng Guofan. Alors, comment percer le cœur des gens ? Zheng Guofan, Teng Kuek-Fien, avait une méthode particulière que l'on appelait l'art de la physiognomonie, résumée en 8 vers et 40 caractères. La rectitude et la perversité se voient dans les yeux et le nez. La vérité et le mensonge se voient dans les lèvres. La gloire et le succès se voient dans le charisme. La richesse et la noblesse se voient dans l'esprit. La conviction se voit dans les mains, les tourmentes se voient dans les pieds. Si l'on veut comprendre la logique, tout est dans le langage. 1. Rectitude et perversité se voient dans les yeux et le nez. Zheng Guofan estimait que la rectitude et la perversité d'une personne pouvaient être en partie discernées par ses yeux et son nez. Si les yeux sont louches et le nez de travers, cette personne est certainement malhonnête. Li Yu, un écrivain de la fin de la dynastie Ming et début de la dynastie Qing, a également dit que pour connaître la rectitude ou la perversité du cœur, on pouvait au moins observer les yeux. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. La moralité d'une personne peut être devinée à partir de son regard. Les personnes qui ont l'habitude de jeter des coups d'œil aux autres ou qui, en parlant avec quelqu'un, ont toujours le regard fuyant et n'osent pas regarder leur interlocuteur en face, ce type de personne pourrait être malhonnête. 2. Vérité et mensonge se voient dans les lèvres. Pour savoir si une personne est sincère et honnête, de petites variations sur les lèvres peuvent le révéler. Puisque la bouche est l'organe principal d'entrée et de sortie du corps, les personnes qui parlent calmement et honnêtement sont des personnes de haute moralité, loyales et dignes de confiance. Au contraire, il ne faut pas se lier d'amitié avec ceux qui ont la langue bien pendue, qui lancent des rumeurs. De même, les personnes aux lèvres charnues sont généralement ouvertes, extraverties et chaleureuses. Celles aux lèvres fines sont souvent sophistiquées, arrogantes et hautaines.
3. Gloire et succès se voient dans le charisme. Zheng Guofan pensait que la possibilité pour une personne d'atteindre la gloire et le succès dépendait principalement de son charisme. Qu'est-ce que le charisme? En général, lorsqu'un groupe d'inconnus se réunit, il y a toujours quelqu'un qui devient rapidement le centre d'attention. C'est parce qu'une personne charismatique inspire souvent l'admiration. Une telle personne bénéficiera naturellement du soutien de beaucoup et pour accomplir de grandes choses et obtenir la gloire, elle aura un parcours sans heurts. 4. Richesse et noblesse se voient dans l'esprit. Dans la vie, il y a des gens qui sont toujours abattus et tristes. Une telle personne est souvent décrite comme ayant un visage sombre. Une personne au visage sombre a très peu de chances d'atteindre une grande richesse. Au contraire, les personnes riches et nobles ont toujours l'esprit vif, plein d'entrain, un tempérament ouvert, un corps épanoui. De plus, la richesse et la bonne fortune ne résident pas seulement dans un esprit exalté, mais aussi dans la diligence et la soif de progrès. Une personne diligente, désireuse de progresser et pleine d'énergie est plus susceptible d'établir de grandes entreprises et d'obtenir la richesse. 5. Conviction se voit dans les mains. Zheng Guofan a dit un jour que les personnes dont la paume est peu profonde et les lignes de main claires ont un esprit stable. Au contraire, celles dont les lignes de main sont pâles et désordonnées ont un esprit confus et instable. Le « esprit stable » désigne la conviction intérieure. En cas de problème ou de danger, l'esprit ne se trouble pas, reste calme et ferme. Zheng Guofan pensait également que la conviction d'une personne pouvait être vue dans ses doigts. Les personnes aux doigts longs et aux paumes épaisses sont généralement déterminées, confiantes et prévoyantes. Par conséquent, elles peuvent bâtir de grandes entreprises. 6. Tourmente se voit dans les pieds. La vie humaine est inévitablement pleine de tourmentes. Certaines personnes ont une vie facile, sans beaucoup de difficultés, mais d'autres ont un chemin de vie semé d'embûches, rencontrant de nombreux revers et obstacles. Aux yeux de Zheng Guofan, pour savoir si une personne rencontrera des difficultés, il faut principalement observer ses pieds. Une personne aux pieds épais et robustes montre qu'elle a une force physique supérieure. Mais une telle personne a souvent du mal à rester tranquille et a tendance à se créer des problèmes. 7. Si l'on veut comprendre la logique, tout est dans le langage. Strictement parlant, ces deux phrases ne sont pas considérées comme de la physiognomonie, mais Zheng Guofan les considérait comme un moyen important d'évaluer et de comprendre les gens. Pour juger si une personne est méthodique, a une pensée claire et cohérente, il faut observer sa manière de s'exprimer. Une personne qui parle brièvement, de manière concise et qui va droit au but, montre qu'elle a un esprit organisé et méthodique. Au contraire, si le langage est incohérent et ne va pas à l'essentiel, c'est souvent un signe de pensée confuse et désorganisée. Réflexion. Un ancien dicton dit « Le visage reflète l'âme ». L'apparence d'une personne peut aussi refléter son caractère. La méthode de physiognomonie de Zheng Guofan, bien que de seulement 40 caractères, couvre de nombreux aspects tels que l'apparence, les actions et le langage. Ces conclusions sont non seulement utiles à bien des égards, mais coïncident également avec les théories de la psychologie moderne. Par conséquent, si vous pouvez comprendre ces 40 caractères, il ne vous sera pas difficile de percer à jour les gens du monde entier. 7. L'esprit crée l'apparence crée le destin. L'apparence est engendrée par l'esprit, est une notion de la culture divine, présente à la fois dans le bouddhisme et le taoïsme, qui conserve sa valeur après des milliers d'années. L'apparence est la surface, la manifestation extérieure. L'esprit est la qualité intérieure. Ce que l'esprit est, l'apparence le sera. L'apparence change en fonction des transformations de l'esprit, c'est aussi ce qu'on appelle « le paysage change avec l'esprit ». L'apparence est engendrée par l'esprit peut également considérer l'esprit comme la cause de l'apparence et l'apparence comme l'effet de l'esprit. L'apparence d'une personne est une combinaison de forme et d'esprit. La forme est l'aspect physique inné. Le tempérament est déterminé par le processus de cultivation. Chaque intention, chaque pensée, manifestée dans la vie quotidienne de chacun au fil des ans, se condense sur son visage. C'est ce qu'on appelle « ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur ». La pensée naissante affecte le corps. Si l'esprit est calme, paisible, le cœur serein, tolérant, intègre et lumineux, alors le chi et le sang sont harmonieux, les 5 organes internes sont apaisés, le corps sera en bonne santé,
Le visage sera par conséquent stable et le teint éclatant, rendant les autres à l'aise et joyeux. C'est pourquoi la communication est amicale et agréable. Xunzi pensait « L'apparence physique ne vaut pas l'apparence de l'esprit, et juger l'esprit ne vaut pas juger la vertu ». Dans le livre de physiognomonie le plus influent de l'Antiquité, Tai Ching Shendian, il est dit à propos de la vertu « La vertu est primordiale, elle se manifeste dans l'action. La vertu précède la forme suit la vertu. » Abandonner le mal et suivre le bien. Éviter le danger et les calamités. L'histoire raconte qu'à Shandong, il y avait un sculpteur très talentueux, particulièrement doué pour sculpter des figures de démons et de monstres. Au fil des jours, ses affaires prospérèrent de plus en plus, lui rapportant beaucoup d'argent. Cependant, il était profondément affligé par son apparence laide. Voyant la beauté exceptionnelle du visage d'un moine bouddhiste de la région, il alla le trouver pour lui exprimer son complexe et lui demander comment améliorer son apparence défavorable. Le moine dit « D'accord, mais d'abord, sculpte-moi 100 statues de Bouddha. Une fois cela fait, il y aura un moyen de soulager ta souffrance. » Alors il visita tous les temples de la région, observant minutieusement l'aura et les expressions de chaque statue. Puis il retourna chez lui et se consacra entièrement à la sculpture. Plus d'1 an plus tard, il avait achevé les 100 statues de Bouddha comme demandé, chacune étant solennelle et dégageant une aura de compassion, de bienveillance et de tolérance. À ce moment-là, l'artisan découvrit avec surprise que son propre visage avait complètement changé par rapport à avant. Il s'avéra que, pendant plus d'1 an, en sculptant assidûment les statues, il avait mis tout son cœur à ressentir et à exprimer l'aura solennelle, compatissante et sainte des statues de Bouddha. La bonté dans son cœur, lorsqu'il se consacrait entièrement à ses œuvres, avait transformé son propre tempérament. Il réalisa soudain que c'était ainsi que le moine l'avait aidé à changer d'apparence, et non en attendant la fin du travail pour lui donner la méthode. De l'apparence, on connaît l'esprit. De l'esprit, on connaît le destin. Les anciens disaient souvent « l'apparence naît du cœur », ce qui signifie que le visage d'une personne changera en fonction des pensées bonnes ou mauvaises de son cœur. Une apparence de bon augure est en fait le résultat d'un cœur tourné vers le bien depuis longtemps, car le bien est récompensé par le bien. Un cœur bon et des actions bonnes engendrent une apparence de bon augure et une bonne fortune. L'apparence n'est pas fixe dès la naissance, elle est le reflet du processus de cultivation du caractère d'une personne au cours de sa vie. Une personne au visage féroce, si elle cultive la compassion et accumule de bonnes actions, cette mauvaise apparence deviendra bientôt une bonne apparence, et le destin défavorable se transformera en bonne fortune. Au contraire, une personne au visage bienveillant qui ne pratique pas la bonté et accumule les vertus, et dont le cœur est souvent rempli de désirs avides et de haine, verra son apparence de bon augure disparaître progressivement. Dans le monde, il est toujours dit « l'esprit crée l'apparence crée le destin ». Il y avait autrefois 2 frères jumeaux, Gao Xiaoxiao et Gao Xiaoxi, dont les manières, les paroles et l'intelligence étaient si similaires qu'on les prenait pour une seule personne. Le moine taoïste Shen Shi-yi, après avoir observé leur apparence, dit « Vous avez tous 2 des sourcils bleus et de beaux yeux. Vous êtes tous 2 inscrits sur la liste des candidats retenus. De plus, la couleur de vos yeux est maintenant éclatante. Vous réussirez sûrement brillamment. » Lors de l'examen, les 2 frères se rendirent ensemble dans la capitale et logèrent chez un parent. Le voisinage comptait une jeune veuve, belle. Gao Xiaoxiao se consacrait entièrement à ses études, le cœur impassible. Gao Xiaoxi, ne pouvant se contenir, eut des relations intimes avec la jeune veuve. Par la suite, la chose fut découverte par d'autres, et la veuve, honteuse, se jeta dans la rivière pour se suicider. L'examen d'automne terminé, Shen Shi-yi les regarda, étonné. « L'apparence de vous 2 a beaucoup changé. Les sourcils de Xiaoxiao sont violets, ses yeux brillent, il réussira certainement brillamment. Mais les sourcils de Xiaoxi ont changé, ses pupilles sont gonflées, l'arête de son nez est courte et sombre, son expression est abattue, émaciée, son aura froide et dispersée. C'est sûrement parce qu'il a nui à sa moralité que son apparence a changé. Non seulement il ne réussira pas cet examen, mais il montre des signes de mort précoce. » Après l'affichage des résultats, Gao Xiaoxi échoua et mourut de chagrin. Gao Xiaoxiao devint un haut fonctionnaire, sa réputation était éclatante et il eut une descendance nombreuse. Shen Shi-yi s'exclama alors
Il est facile de discerner l'apparence d'une personne, mais le destin d'une personne n'est pas facile à prédire avec précision. Car le destin est fixé par le ciel, l'apparence est façonnée par les actions humaines. Si l'on peut suivre la volonté du ciel et harmoniser les choses avec les gens, la prospérité sera assurée pour les générations. L'esprit est la clé qui détermine l'apparence d'une personne. C'est pourquoi il est dit « mieux vaut regarder le cœur que le visage ». Une personne possédant ces 36 traits d'esprit bénéficiera tôt ou tard de la bonne fortune. 1. Savoir que la fonction publique est difficile et laborieuse, mais être prêt à servir le peuple en devenant fonctionnaire. 2. Agir avec raison et émotion, être prudent et aimer faire le bien. 3. Fréquenter les personnes de bien et partager la nourriture avec tout le monde. 4. Éviter les personnes mesquines. 5. Accumuler constamment des mérites invisibles, aider les personnes dans le besoin. 6. Pouvoir aider aux tâches ménagères dès le plus jeune âge. 7. Ne pas éprouver de dégoût en rencontrant des mendiants. 8. Se maîtriser, céder des avantages aux autres. 9. Ne pas aimer tuer, ne pas inciter à faire le mal. 10. Garder l'esprit serein en toutes circonstances sans se troubler. 11. Tenir ses promesses envers autrui. 12. Ne pas changer facilement de comportement et de moralité. 13. Se calmer et réfléchir à ses erreurs avant de dormir. 14. Avancer courageusement, ne pas se soucier du passé et ne pas s'en vanter. 15. Ne pas laisser les autres éprouver de la rancœur. 16. Ne pas cacher ses erreurs, ne pas dissimuler ses lacunes. 17. Avoir une attitude minutieuse et prudente dans le travail. 18. Toujours se souvenir de la gratitude et de l'aide des autres. 19. Avoir un grand cœur. 20. Ne pas intimider les honnêtes, ne pas trembler devant le mal. 21. Avoir pitié et aider les personnes seules et pauvres. 22. Ne pas soutenir ceux qui abusent de leur force pour tyranniser les faibles. 23. Ne pas oublier les vieux amis et les liens passés. 24. Accomplir des actions utiles pour le peuple et la société. 25. Avoir des paroles sincères et directes. 26. Se sentir gêné d'être loué par les autres. 27. Parler poliment, d'une voix douce et agréable. 28. Ne pas interrompre les autres quand ils parlent. 29. Souvent parler de bonnes choses et louer les qualités des autres. 30. Ne pas critiquer les vêtements simples ou la nourriture ordinaire. 31. Agir toujours et partout de manière appropriée et correcte. 32. Aimer entendre le bien, parler du bien, ne pas hésiter à faire le bien. 33. Comprendre et compatir aux difficultés et aux aspirations des autres, souvent apporter aide et soutien. 34. Ne pas raviver les fautes et les querelles passées des autres. 35. Aider de tout son pouvoir ceux qui rencontrent des difficultés. 36. Celui qui s'harmonise avec les caractéristiques de vérité, de compassion et de tolérance du ciel et de la terre verra son destin s'harmoniser avec ces caractéristiques et se stabiliser. Chaque bénédiction a une origine. La richesse viendra de la pratique assidue de bonnes actions, l'honneur viendra de l'humilité, une belle apparence viendra de la douceur et de la pureté du caractère. C'est pourquoi les anciens disaient « l'esprit crée l'apparence ». Si vous trouvez cette vidéo de clé de vie utile et pertinente, veuillez laisser un commentaire avec le chiffre 9. Si elle ne l'est pas, commentez avec le chiffre 0. Votre retour est très important pour nous. Merci de votre temps précieux.